Je vous souhaite donc tous la bienvenue. Vous avez vu le thème de ce webinaire est faire face à un monde incertain. Alors cette expression de faire face, elle est née des conversations que nous avons eues avec nos clients ces dernières semaines, ces derniers mois, dans cette crise assez inédite que nous traversons. C'est une expression qui revient très souvent et nous l'avons transformée en contenu que nous allons partager avec vous pendant ces 3 heures et puis également dans un programme assez ambitieux qui est finalement très simple, concret, rapide et dans l'idée d'accompagner aussi certains d'entre vous et on a le plaisir avec vous d'essayer de faire face. Et donc, je vous propose de démarrer ce webinaire avec une première séquence qui sera la séquence consacrée aux tendances. Et comme je vous le disais, nous allons avoir 3 speakers. Donc, j'aurai le plaisir d'animer cette première séquence sur les tendances de la relation client, faire face à leurs nouvelles attentes. Et ensuite, Jean-Jacques, pour la deuxième séquence, parlera du concept qui nous est cher, que vous connaissez, hein, la symétrie des attentions, le principe selon lequel la qualité de la relation client doit être égale à la qualité du management et plus particulièrement prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Et puis, Jérôme conclura cette matinée par l'aspect managérial. C'est une matinée en symétrie totale sur le management par la confiance dans ce monde incertain auquel nous faisons tous face. Alors, je vous l'ai promis, nous allons maintenant démarrer. Je rappelle pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil Zoom que nous avons sélectionné pour ce webinaire, que vous pouvez poser vos questions aux 3 intervenants. Je serai le modérateur de toutes les questions. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton qui se trouve en bas, qui est Q et R, questions et réponses. Si vous voulez échanger avec les autres participants du webinaire, ainsi qu'avec vos super hosts, un super host étant une personne qui sait accueillir et recevoir, et c'est le cas d'Aline et de Michael qui sont ici pour nous assister. Il y a également Fabien qui veille à la bonne marche technique de notre webinaire. Alors, mon nom est Thierry Spencer, je suis Customer Experience Storyteller, j'adore raconter des histoires. Et je le fais non seulement dans le cadre de ce programme Faire Face, qui vise à sensibiliser nos clients aux nouvelles attentes, aux nouvelles tendances. C'est ce que je fais sur mon blog depuis 2006, où j'ai écrit plus de 912 billets, je crois. 912 billets, un billet par semaine, un article où j'essaye de me nourrir de toutes mes expériences. J'ai interviewé plus de 160 personnes. Enfin, nous avons à cœur à l'Académie du Service, puisque une de nos valeurs est le partage, d'être toujours très, très attentif à l'évolution des attentes des clients. Ce blog s'est transformé dans un livre il y a quelques mois, 240 pages d'une synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre, qui est sorti donc aux éditions Kawa et qui fait 240 pages. J'ai mis du temps à me résoudre à l'idée de transformer le digital en papier, mais finalement, on peut avoir le meilleur des 2 mondes. J'ai également créé une chaîne YouTube il y a très peu de temps qui vient alimenter toutes nos séquences de sensibilisation, alors à la fois par des citations, par le meilleur de la relation client ces 10 dernières années ou encore des choses un petit peu plus légères qui sont en l'occurrence les mots qui tuent. Les 3 tendances que je vais vous présenter ce matin sont finalement des tendances qui répondent à une question qu'on a eue depuis maintenant quelques semaines. Quelles sont les nouvelles tendances? À vrai dire, notre point de vue, c'est qu'il y a des tendances de fond qui ont été tout simplement, dans les derniers mois, plutôt accélérées, sont devenues encore plus importantes. Et je pense que celle du client collectionneur, du client fragile et du client considéré sont les 3 grandes observations que nous pouvons faire et qui sont renforcées par la crise que nous traversons. Nous allons donc commencer par celle du client collectionneur
Alors, collectionneur d'expérience, c'est une superbe expression qui nous vient de Gilles Lipovetsky, que vous connaissez peut-être, qui est un philosophe et un sociologue que nous avons eu la chance d'accueillir dans un de nos colloques Culture Service, et qui avait eu cette expression superbe: le client est devenu un collectionneur d'expériences. Et pendant la période que nous venons de traverser, eh bien, des nouvelles expériences, les clients ont pu en faire. Ces tout premiers chiffres pour vous montrer à quel point eh bien, les Français ont changé de point de vente principal pour un quart d'entre eux. 14% ont profité de la période pour en tester au moins un nouveau. Et puis, 53% des Français ont testé de nouvelles marques pendant la crise. De quoi eh bien, alimenter de nouvelles attentes, de quoi découvrir de nouveaux services, de nouveaux produits, et finalement de voir un niveau d'exigence qui ne cesse d'augmenter, et ce, quel que soit le secteur. Parmi les autres nouvelles expériences que les clients ont pu faire pendant cette période si particulière, et vous en faites peut-être partie, vous saviez qu'en 2019, il y avait au total en France 60 000 téléconsultations. Début mars, il y avait 10 000 téléconsultations par semaine. Je vous parle de téléconsultations entre un praticien, entre un médecin et puis un patient. Début mars, 10 000 téléconsultations par semaine. Fin avril, 1 million de téléconsultations par semaine. Les médecins sont passés de cette pratique, 2% des médecins avant la crise pratiquaient la téléconsultation. Aujourd'hui, c'est un médecin sur deux. Un Français sur 10 a eu recours à ce mode de communication si particulière avec son médecin, et 30% des Français sont prêts aujourd'hui à avoir recours à cette forme d'échange avec un spécialiste, avec un professionnel. De la même façon, dans d'autres secteurs, vous voyez ici l'exemple de Leroy Merlin. On pourrait aussi citer beaucoup d'opérateurs de téléphonie ou de fournisseurs d'accès à Internet qui, eux aussi, mettent en œuvre des solutions à distance avec la visio, et on combine, comme vous le voyez ici, une forme d'hybridation, c'est-à-dire plus d'humain dans le digital, plus de numérique dans le monde réel, de nouvelles expériences qui créent de nouveaux standards. Et dans les derniers mois également, un quart des foyers français a acheté de l'alimentaire en ligne. Vous en faites peut-être partie. Les chiffres du Drive sont très, très impressionnants. Sur les 2500 Drive français qui avaient le plus faible chiffre d'affaires, eh bien, leur chiffre d'affaires a été multiplié par 3, la livraison multipliée par 2. On pourrait aussi citer d'autres exemples de nouvelles expériences. Vous connaissez peut-être la plateforme de streaming de jeux vidéo en ligne qui compte depuis quelques semaines 17 millions de connectés par jour. Vous pouvez assister à des parties de jeux vidéo, donc de nouvelles tendances qui vont bien au-delà de parties de la population. Ce n'est pas seulement des jeunes qui sont concernés par des outils numériques, par des outils enrichis, par de nouveaux services. Et cette découverte qui est faite par beaucoup de Français et de clients pendant cette période, on pourrait citer aussi d'autres chiffres. 53% des Français ont fait appel à un service de streaming ou d'abonnement, comme vous, comme moi. Je me suis abonné à OCS, à Netflix, à Amazon Prime pour découvrir des séries, faire de nouvelles expériences, de nouvelles interfaces, et faire appel aussi à de nouveaux prestataires de services et de nouvelles entreprises. Alors, parmi les tendances qu'on peut observer, c'est que la quasi-majorité des Français ont acheté plus de produits français que d'habitude. 63% des clients indiquent consommer le plus de produits locaux pour soutenir l'économie. Alors, ça fait aussi écho à un client qui est beaucoup plus attentif, qui est beaucoup plus sensible et qu'on pourrait même qualifier de clients encore plus scrutateurs. Vous faites partie peut-être des 15 millions de personnes qui ont téléchargé l'application Yuka, qui vous permet d'analyser en détail la composition d'un produit, de savoir l'origine d'un produit. Vous avez peut-être aussi téléchargé l'application Ethic Advisor, qui vous permet d'aller encore plus loin et de connaître le positionnement de chaque entreprise. Dans d'autres expériences qui ont un effet sur les attentes du client, de ce client qui
qui est un collectionneur d'expériences, eh bien, de nouveaux usages. L'utilisation de WhatsApp a augmenté de 40% depuis le début de la crise du coronavirus. La durée d'utilisation de WhatsApp dans de nombreux pays a augmenté de 70%. WhatsApp a passé la barre des 2 milliards d'utilisateurs sur la planète ces derniers mois. De nouveaux outils synchrones, de nouveaux outils qui ont aussi un effet sur les attentes du client, notamment sur les délais, évidemment, et un effet sur la satisfaction. Ce qu'on observe ici dans cette étude qui nous vient de l'Institut national de la relation client, c'est que 7 clients sur 10 sont satisfaits de la messagerie instantanée. Et là, vous pouvez voir ici, dans ce schéma, eh bien, des canaux synchrones et des canaux asynchrones. Et précisément, ce qu'a apporté la crise, c'est que ces nouvelles expériences de communication synchrone ont un effet sur les attentes en termes de délai. En 2015, selon une étude de BVA, qui est l'Observatoire pour élu service client de l'année que vous connaissez, eh bien, en 2015, pour 55% des Français jugeaient acceptable de recevoir une réponse à un mail dans la journée. Aujourd'hui, c'est 90% pensent que eh bien, un mail devrait être répondu dans la journée. Et donc, cette attente d'instantanéité, cette attente de synchronicité, finalement, eh bien, ça pousse les entreprises à hybrider leurs relations, hybrider les canaux. C'est ce qu'a pu faire, d'ailleurs, pour prendre un exemple de bonne pratique, la Massif. La Massif, pendant la période de confinement, a mis en place un SVI virtuel, un serveur vocal interactif, par un prestataire qui s'appelle d'ailleurs Dial One, que je peux citer ici. C'est-à-dire que tous les appels nombreux qui ont été reçus pendant le début de cette période de crise ont été basculés vers une solution digitale pour améliorer la joignabilité, pour répondre à ce besoin d'instantanéité, de combinaison des canaux entre je veux une réponse immédiate, je veux pouvoir bénéficier de tous les services puisque je le fais dans ma vie quotidienne. Et je salue d'ailleurs de nombreuses personnes de la Massif qui nous suivent aujourd'hui. En conclusion de cette première tendance, eh bien, l'effet de la collection d'expériences. J'adore ce chiffre qui nous vient d'Ipsos et Medallia et qui nous montre à quel point les Français sont presque les plus collectionneurs d'expériences. Un Français sur 3 a des attentes plus élevées en raison d'une meilleure expérience dans d'autres secteurs. Donc, ce que cette crise peut nous apprendre, la façon de faire face à cette crise, eh bien, c'est d'ouvrir finalement eh bien, son champ de comparaison, de développer le benchmark, d'aller chercher de bonnes idées, de bonnes expériences, d'être très attentif aux nouveaux usages, parce que si vous-même vous comparez à vos concurrents directs dans votre secteur, eh bien, vos clients ne le feront pas. Ils pourront comparer le fait de remplir un formulaire sur votre site au fait de déclarer les impôts, ce que vous avez pu faire comme moi d'ailleurs dans les dernières semaines, qui est une expérience plutôt douloureuse, mais qui est devenue fluide, qui est devenue très riche et qui effectivement fait aussi élever le niveau d'attente fatalement des clients. Alors, les enjeux de cette première tendance, faire face à un client collectionneur, eh bien, c'est penser à ces nouvelles attentes, penser que dans de nombreuses expériences, on apprend de nouvelles choses, on s'attend désormais à des délais beaucoup plus courts. Et il est absolument indispensable, et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours pour vous, pour nos clients, eh bien, de rester connectés aux évolutions des usages et des expériences qui vont évidemment très vite. On dit très souvent que lorsqu'on a imaginé une signature relationnelle, un modèle relationnel ou un design d'expérience, eh bien, on a généralement une cible. Cette cible, pour reprendre un des propos d'un de nos clients, nous dit cette cible devient une cible mouvante. Et le fait est qu'on observe de plus en plus d'entreprises qui essayent de rester connectées aux attentes et aux nouveaux usages des clients pour faire évoluer eh bien, leurs standards, ce qui semble tout à fait naturel. Deuxième tendance de cette première séquence, le client fragile. Nous avons tous fait, beaucoup de Français ont fait l'expérience d'une nouvelle forme de fragilité qu'on peut ici reprendre en trois grandes blocs, si je puis dire, avec les situations structurelles
la vieillesse, le chômage de longue durée, le handicap, les situations conjoncturelles, la maladie, l'accident, la tutelle et les facteurs socio-comportementaux qui sont malheureusement le fait d'être dans une situation d'exclusion sociale, de surendettement ou de manque d'éducation. La fragilité du client est souvent pas forcément suffisamment prise en compte par les entreprises. Et je voudrais faire un zoom sur une nouvelle situation de fragilité qui a fait son entrée d'ailleurs dans le Larousse cette année et que vous pouvez voir au centre de ce schéma, qui est l'électronisme. L'électronisme, dans la slide qui suit, et je me tourne vers ma super host Aline pour lui dire que la slide qui suit n'arrive pas. C'est l'électronisme, pardon, je reprends mes esprits et je passe à la slide suivante. Cette nouvelle fragilité dont souffrent 23% des Français qui déclarent ne pas être à l'aise avec le numérique. On oublie très souvent, parce que, regardez la preuve, ce matin, on est tous connectés sur une plateforme numérique. On conçoit de nouveaux outils pour des clients toujours plus exigeants. Et puis, un quart des Français se posent encore beaucoup de questions, restent dans une situation difficile aujourd'hui par rapport aux outils, aux interfaces numériques. Cette fragilité également que beaucoup de Français ont connue, c'est la fragilité financière qui a frappé des millions de clients, particuliers comme professionnels, et qui interpelle beaucoup d'entreprises sur le fait de prendre soin, et Jean-Jacques vous en parlera tout à l'heure bien mieux que moi, mais des situations de précarité nouvelles, des situations de fragilité conjoncturelle qui sont liées évidemment à cette crise qui a plongé de nombreux salariés dans des situations de chômage partiel. L'électronisme représente aussi, comme vous pouvez le voir sur ce chiffre, un écart générationnel sur la navigation Internet. Si on reprend les chiffres en valeur absolue, eh bien, plus de 3 millions de Français adultes déclarent que la navigation sur Internet est difficile. Évidemment, ce chiffre est encore plus important pour les personnes de 70 ans et plus. Donc, prendre en considération, prendre soin, et Dieu sait si aujourd'hui on en parle face à la situation que nous traversons, c'est concevoir ces interfaces, concevoir des interactions pour tous les clients, pour chaque client, en prenant en compte les faiblesses et notamment celles-ci que malheureusement on sous-estime. Alors, face à un client fragile, 3 bonnes pratiques issues d'initiatives très récentes d'entreprises. La première, c'est celle de faire preuve de pédagogie, que vous pouvez voir à gauche, qui vient d'une banque. Une banque qui communique auprès de ses clients sur les acronymes. Et Dieu sait si les acronymes sont des ennemis de la relation et de l'expérience lorsqu'on ne comprend pas. Si on ne comprend pas une navigation sur Internet, comment peut-on comprendre ce que signifie le RAFB, c'est-à-dire le récapitulatif annuel de vos frais bancaires? Dans une entreprise, on utilise beaucoup d'acronymes. Il y a beaucoup de secteurs qui sont malades de ces abréviations, qui finalement oublient qu'il faut parler aussi le langage du client. Deuxième bonne pratique que vous pouvez voir au centre ici de l'écran, eh bien c'est Carrefour. Pendant la période de confinement, qui a vu que de nombreux clients ne pouvaient plus se rendre dans les supermarchés ou dans les hypermarchés pour faire leurs courses, n'avaient pas accès à Internet pour commander en drive ou en livraison à domicile, et donc a ouvert un numéro vert. Finalement, c'est assez paradoxal, mais on revient à des solutions de bon sens, à des solutions hybrides, à de nouveaux canaux, pas si nouveaux que ça, un numéro vert pour permettre aux clients de passer leur commande à distance, avec des centaines de collaborateurs qui ont répondu et proposé des paniers alimentaires à des millions de clients. Troisième bonne pratique, adapter ses contenus. On a parlé de cette fragilité qui est l'électronisme, et beaucoup d'handicap et d'handicap visuel aussi, dont je vais vous parler juste après. Eh bien, une bonne pratique consiste à adapter ses contenus, et comme vous pouvez le voir, il existe de nombreuses solutions techniques pour pouvoir adapter les interfaces numériques
au handicap. Et je vous invite à faire l'essai. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont adopté cette technique. C'est aussi une bonne façon de penser dans les interactions et de penser dans les interfaces numériques aux clients fragiles en l'occurrence. Alors, d'autres formes de fragilité, la fragilité physique, bien sûr. 6 millions de Français sont sourds ou malentendants. 500 000 personnes ne peuvent téléphoner de façon autonome. La fragilité physique est un véritable enjeu pour les canaux à distance. Des bonnes pratiques se développent et notamment des espaces clients dédiés sur les sites Internet qui permettent de combiner, là encore, et on y voit finalement dans ces nouvelles initiatives et ces nouveaux services qui sont proposés ici, l'exemple de Canal+ ou l'exemple de Leclerc, qui sont finalement tout ce qui a été fait, toutes les innovations pour les clients fragiles sont au bénéfice aussi de tous les clients. Améliorer le design, améliorer l'expérience client de tous les clients, eh bien, la bonne façon de le faire est de réfléchir à ceux qui ont le plus de difficultés à rester en contact et entretenir une bonne relation avec vous. Le handicap est un enjeu de l'expérience client. Près de 3 millions de personnes en âge de travailler sont bénéficiaires d'une reconnaissance administrative d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. Et puis, des personnes qui sont atteintes aussi d'un trouble envahissant du développement et plus de 60 000 personnes qui sont autistes. À cela, on peut ajouter tous les aidants, toutes les personnes qui accompagnent ces handicapés qui sont encore plus sensibles au traitement de leurs proches qui sont en souffrance ou en situation de fragilité. Et j'ai un très bon exemple à vous donner qui nous inspire beaucoup. On a eu la chance de rencontrer la directrice de ce supermarché et qui nous a fait part de cette bonne pratique qui vient d'ailleurs d'Angleterre et qui a été développée dans de nombreux supermarchés, Super U en l'occurrence, des temps dédiés et adaptés aux personnes qui souffrent, comme je vous le disais, de troubles envahissants, comme évidemment l'autisme. Pendant 1 heure, chaque semaine, les éclairages sont réduits, plus d'annonces au micro, le volume des caisses est diminué, personne ne roule en transpalette, le boucher ne coupe pas de viande sur l'étal. Nous avons un environnement qui est adapté. Et figurez-vous que le bénéfice de cet environnement adapté est aussi pour les autres clients qui découvrent qu'il y a des moments où on peut faire ses courses plus tranquillement. Et les collaborateurs participent, et le bénéfice est pour les clients, bien sûr, pour tous les clients, et pour les collaborateurs qui retrouvent un peu le sens à leur métier, qui aussi sont heureux de pouvoir accueillir une population qui avait du mal à vivre cette expérience parce que tout simplement, on n'a pas pensé aux personnes qui avaient le plus de mal à faire leurs courses ou déambuler dans les rayons. Alors, faire face à un client fragile, c'est adopter ce design qu'on pourrait qualifier de design inclusif, à la fois des interfaces numériques et des interactions humaines. En adoptant un design inclusif pour peut-être une minorité de clients, finalement, on découvre, on imagine des solutions au profit de tous les clients. Et bien sûr, et toujours en écho à cette symétrie des attentions dont Jean-Jacques vous parlera dans quelques minutes, impliquer et mobiliser les collaborateurs pour donner du sens à la relation client. Tout à coup, les collaborateurs se trouvent motivés, trouvent un projet. Je ne suis plus seulement la personne qui va encaisser ou biper des codes barres à la caisse, mais je suis la personne qui va prendre soin de l'autre, qui va participer à un projet qui vous rend fier. Beaucoup de collaborateurs, c'est ce que nous avons observé pendant la période de confinement, ont retrouvé le sens à leur mission. Les personnes qui livraient à domicile, les personnes qui travaillaient dans les drives, bien évidemment, et beaucoup d'autres professions se sont retrouvées avec des ailes dans le dos, si je puis dire, avec un engagement encore plus fort, en se disant je ne suis pas là pour livrer des courses, je ne suis pas là pour livrer une commande, mais je suis là pour nourrir une famille. Autant d'exemples qui font dire que cette crise aura eu aussi de bons effets et peut nous amener à réfléchir à la façon de faire face à tous les clients, et y compris aux clients fragiles. Troisième tendance, le client considéré. Cette considération, c'est-à-dire le fait de faire preuve d'égard à un client, n'est finalement pas nouvelle. Elle est à la base du concept de symétrie des attentions, d'ailleurs qui en anglais se dit consideration symmetry.
Simplement, prendre en compte la singularité des clients et en pensant que ça a un effet. Et cette étude de Roland Berger qui a été faite pour le Club Med il y a quelques mois nous démontre la valeur créatrice de l'économie de la considération. 7 clients sur 10 qui se sentent considérés recommandent une marque. Prenez en compte mes attentes personnelles, prenez en compte ma singularité et vous obtiendrez de ma part une plus forte recommandation. Dans une période où considération et soins sont les valeurs montantes de cette crise, où vous voyez, on en fait des jeux de mots, on en fait des signatures, on réinvente la façon de dire bonjour, on trouve de nouvelles preuves entre un VTC, une agence immobilière ou encore la SNCF qui retrouve le sens du prendre soin, retrouve le sens de la considération client et de la considération collaborateur. Alors pourquoi? Dans cette étude qui est issue de notre baromètre de la symétrie des attentions, qui a donné naissance à notre label Équipe heureuse, client heureux, nous faisons depuis maintenant 7 ans une étude très profonde sur les attitudes clients, les attitudes de collaborateurs. Nous mettons en miroir les résultats d'études clients et d'études collaborateurs. Et le sujet de la considération, cette question que nous avons toujours dans notre étude depuis toujours, cette proposition que nous faisons aux clients, ils font preuve de considération à mon égard. Eh bien, vous voyez que nous sommes à un taux d'accord qui est un peu au-dessus de la moyenne, avec une grande chute dans l'e-commerce, dans la grande distribution, tendanciellement moins 5% pour tous les secteurs. Seul le secteur de l'assurance, dans les dernières années, a su tirer son épingle du jeu sur le sujet de la considération. Alors, cette considération, ces attentes de considération, ce sont des attentes de personnalisation de la relation. Et vous voyez ici dans cette étude réalisée par Salesforce, et je vous invite d'ailleurs à la télécharger gratuitement. C'est une étude formidable qui est faite dans de nombreux secteurs et de nombreux pays chaque année et qui nous dit que pour 60% des clients français en fait, attendent des marques, des interactions personnalisées en fonction de leur historique. La considération peut être mise en œuvre avec de nouveaux outils, avec des données de plus en plus importantes et les clients s'attendent à ce que les collaborateurs mettent à profit le nombre de données disponibles à leur propos pour pouvoir entretenir une relation personnalisée, pour pouvoir les reconnaître. Et malheureusement, vous voyez que le résultat ici à droite en termes de perception, 44% des Français trouvent que les marques ont effectivement des interactions personnalisées en fonction de l'historique. Vous êtes tous en attente de reconnaissance. Tous vos clients sont en attente de considération et d'un meilleur usage des outils digitaux, un meilleur usage des données qui permettent de personnaliser la relation. Alors, Jérôme pourrait vous en parler puisqu'il a conduit ce formidable projet. Comment faire preuve de plus de considération dans un environnement qui change, dans une entreprise comme Pathé Gaumont qui a comme principal concurrent tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire aussi le Canapé que vous avez découvert dans les derniers mois et tous les services de streaming et d'abonnement en ligne. Et donc, faire face à des expériences qui sont très bonnes en termes d'interface numérique, c'est proposer une expérience humaine singulière. Et c'est aussi enrichir, augmenter les collaborateurs. Les 1550 collaborateurs de Pathé Gaumont ont désormais accès à des interfaces numériques qui leur permettent d'avoir accès à l'historique du client dès lors que celui-ci a une carte de fidélité, équiper et former les collaborateurs, leur permettre d'aller au-delà d'une mission qui pourrait être dévalorisée, qui est celle finalement de contrôler ou de simplement parfois rendre un service, nettoyer une salle. Aujourd'hui, ça prend son sens et on peut entretenir une relation plus personnalisée. Peut-être que Jérôme il fera référence tout à l'heure dans la troisième partie et dans la partie management de ce webinaire ce matin. Alors,
Aujourd'hui, on a redécouvert également le sens de l'accueil, avec le fait de s'interroger, et comme vous avez pu le voir dans l'exemple, en l'occurrence de cette agence immobilière, sourire avec les yeux, porter un masque, suivre des flèches, suivre de nouvelles contraintes, eh bien, finalement, beaucoup d'entreprises se sont reposées la question d'accueillir. Accueillir avec des messages qui sont pas toujours, qui sont parfois anxiogènes à l'entrée d'une boutique, à l'entrée d'un lieu physique, mais comment mettre à profit, eh bien, finalement aussi cette période, comment faire face à ces nouveaux enjeux, ces nouvelles attentes, faire preuve de plus de considération. On pourrait prendre des exemples issus de différents secteurs, les welcomers de Pullman, des personnes qui sont en charge d'accueillir tous les clients, se passer du comptoir et d'aller au-delà, au-devant des attentes du client. C'est ce qu'a fait Leroy Merlin. Leroy Merlin s'est inspiré des welcomers de Pullman pour créer cette nouvelle fonction qui est occupée, et pas seulement par la jeune femme que vous voyez à l'écran, travaille au rayon découpe-bois de son magasin. Et donc, à tour de rôle, toutes les 2 heures, eh bien, chaque collaborateur de Leroy Merlin est en charge d'accueillir et aussi de dire au revoir avec soin, de demander au client qui partira les mains vides en lui demandant vous n'avez pas trouvé votre bonheur, eh bien, d'offrir de l'eau aux chiens ou pourquoi pas des croquettes, d'habiller les enfants avec un casque et un gilet de sécurité pour rendre la visite un petit peu plus ludique. On imagine eh bien, un nouvel accueil du client qui peut être, comme vous le voyez ici, une formidable marque de considération. Autre exemple dans d'autres secteurs, et pour faire écho presque aux clients collectionneurs d'expériences, les entreprises collectionnent des expériences, s'inspirent des autres. Le fameux Genius d'Apple, vous les reconnaissez ici à gauche, hein, les collaborateurs d'Apple qui sont au Genius Bar, ce n'est pas le SAV, c'est le Genius Bar, et qui ont pour mission, et ça je cite le directeur d'Apple, qui ont pour mission non pas de réparer un iPhone, de réparer un iPad, mais de réparer la relation. Face à un client plus défiant, eh bien, le secteur automobile se dit les vendeurs devraient être aussi accompagnés de Test Drive Genius, comme chez Peugeot, en s'inspirant des bonnes pratiques d'Apple, en faisant vivre une expérience singulière à un client, en mettant en avant la relation plutôt que la transaction. C'est une formidable façon de mettre en œuvre la considération du client dans ces 2 exemples. Alors, pour revenir à la considération et au fait qu'on en parle évidemment beaucoup et fatalement de plus en plus, c'est devenu une véritable stratégie, en l'occurrence pour Club Med, comme le dit ici Sylvain Rabuel. Et je vous invite à télécharger l'excellent livre blanc qui a été fait par Roland Berger avec de nombreux témoignages sur l'économie de la considération. Et à droite, cette considération que les Japonais, en l'occurrence le groupe Lexus et Toyota, appellent l'omotenashi. L'omotenashi étant l'hospitalité bienveillante. Donc, cette considération devient une philosophie de service, devient une source de différenciation, devient une véritable stratégie à destination des clients comme des collaborateurs. Alors, vous avez peut-être découvert, là, c'est une photo que j'ai prise dans le magasin où je fais mes courses tous les samedis. Et j'ai découvert, au fur et à mesure, je ne l'avais pas vu une seule fois en 20 ans d'expérience dans ce supermarché. C'est la première fois que la direction de ce supermarché et cette chaîne de magasins eh bien, affiche un merci à toute l'équipe du magasin. Et cette considération du collaborateur, qui est en quelque sorte, si vous permettez cette expression, une autre valeur montante de la crise, nous l'avons noté dans une étude que nous avons réalisée au plus fort de cette période de confinement, au mois d'avril. Pour un professionnel sur 3, les clients portent un autre regard sur les personnes à leur service. On parle même de lune de miel pendant cette période. Dans nombreuses études, vous avez peut-être constaté vous-même dans votre étude, dans votre entreprise, eh bien, une hausse des niveaux de satisfaction, une hausse des niveaux de recommandation qui correspondent finalement à des clients qui sont pleins d'empathie, des clients qui comprennent, dont les standards et le niveau d'attente ont baissé pendant cette période et ils l'ont bien compris. Mais attention au retour de bâton, attention à l'effet ciseau, c'est-à-dire un client collectionneur de nouvelles expériences, un client peut-être plus compréhensif, plus
attentif aux collaborateurs, aujourd'hui, verra certainement son niveau d'attente augmenter, alors que tous les collaborateurs qui ont été très engagés pendant cette période, aujourd'hui, se retrouvent peut-être un petit peu plus fatigués. Donc, cette considération, naturellement, et Jean-Jacques vous en parlera encore mieux que moi dans la prochaine séquence, doit être faite en symétrie. On pourrait dire, comme on dit dans cette belle citation à propos d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Eh bien, il n'y a pas de considération, il n'y a que des preuves de considération. Voilà 3 exemples. Le premier exemple de Cofidis. Pendant la période de confinement, les collaborateurs ont été invités à suivre ce challenge solidaire, offrir un sourire aux clients. Eh bien, ça consistait à appeler tous les clients de plus de 65 ans pour leur apporter, pour citer, vous voyez, cette communication interne qui nous a été transmise par Cofidis, eh bien, un rayon de soleil dans la journée. Simplement, c'est un appel pour garder le lien avec des personnes isolées, des personnes peut-être plus fragiles, des personnes qui ne s'attendent pas à tant de considération de la part d'une entreprise qui vend finalement des crédits. Et là, en l'occurrence, prendre soin, faire un appel gratuit, c'est aussi renforcer la fidélité et la recommandation des clients. Alors, rien d'étonnant à ce que Cofidis soit l'entreprise qui ait fait, comme j'ai pu l'observer sur mon blog, une espèce de grand chelem, c'est-à-dire Cofidis a été élu service client de l'année, Cofidis est Great Place to Work, et Cofidis en symétrie a reçu, ça a été la première entreprise à recevoir le label Équipe heureuse, client heureux, qui est issu de notre baromètre de la symétrie des attentions. Rien d'étonnant, et dans d'autres secteurs, vous pouvez trouver aussi des preuves de considération qu'on appelle généralement des indices de service à l'Académie du service. Et vous voyez ici, vous y êtes encore plus sensible aujourd'hui, encore plus sensible à l'hygiène, aux soins apportés aux locaux, aux soins apportés à vos moyens de transport. Lorsque la SNCF accroche ici dans un wagon ce petit chevalet en carton pour vous indiquer qu'une personne est en train de nettoyer le wagon pendant que vous voyagez, eh bien c'est une bonne façon de montrer qu'il y a des personnes qui sont parfois invisibles et qui sont ici à votre service. Dans un autre exemple, en l'occurrence à distance, et dans l'e-commerce, vous voyez ici cette entreprise e-commerce, elle n'est pas la seule non plus à remercier ses clients. C'est un simple encart, un simple leaflet dans un colis qui vous dit merci de la part de tous les collaborateurs en rappelant leur prénom, une bonne façon de valoriser toutes les personnes qui sont au service, une façon de renforcer l'engagement des collaborateurs, une façon de prouver aussi la considération qu'on peut avoir et les égards vis-à-vis des clients. Alors, pour terminer, dans cette considération, faire face à un client considéré, c'est finalement répondre à de nouvelles attentes et ce que nous avons appelé le contrat de considération. Les clients ont conscience de la quantité de données détenues par les marques. On en a beaucoup parlé ici pendant cette présentation, dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'assurance. Et vous voyez aussi, avec l'exemple de Pathé Gaumont, eh bien, on sait dès lors, et même dans les commerces de proximité, dès lors qu'on a pris par exemple une carte de fidélité ou si vous êtes chez votre assureur depuis 10 ans ou chez votre banquier depuis 20 ans, vous savez, le client sait que les données disponibles sont nombreuses, donc il s'attend naturellement à l'exploitation de ces données. Par ailleurs, ce client collectionneur d'expérience a de nouvelles attentes de considération. Il en a fait l'expérience et encore plus pendant la crise. Face à ce contrat de considération que les clients, finalement, ce contrat tacite, cette nouvelle attente, eh bien, beaucoup d'entreprises sont encore dans une illusion de considération. Cette illusion est formée par deux phénomènes. Le premier, c'est cet écart de perception qui est persistant, que nous mesurons depuis 7 ans, entre la satisfaction réelle des clients et le niveau imaginé par les collaborateurs. Cet écart est toujours en moyenne entre 15 et 20 points d'écart entre la réalité de la satisfaction des clients et ce que les collaborateurs imaginent. C'est
aux managers, et on en parlera tout à l'heure avec Jérôme, de résoudre, de réduire cet écart pour faire prendre conscience de la réalité de l'expérience client, de discuter à propos de collection d'expériences, de prendre en compte les clients fragiles. Et deuxième point qui finalement vient nourrir cette illusion de considération, eh bien, c'est l'absence de design de l'expérience. Alors, pardon pour ce jargon de consultant. Finalement, le design de l'expérience, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est répondre à la question, qu'est-ce que signifie satisfaire un client dans mon entreprise? Est-ce que tout le monde sait répondre à cette question dans des mots simples, au quotidien, dans les interfaces numériques, comme dans les interactions humaines? C'est le design de l'expérience client, c'est ça en fait. Comment dans des gestes, comment dans des paroles, comment dans des sites internet, sur des applications, sur tous les points de contact, comment faire en sorte comment faire en sorte qu'on prenne conscience et qu'on réponde aux attentes aux attentes des clients. Alors, les enjeux, pour terminer, les enjeux de cette troisième tendance, faire face à un client qui est en attente de considération, eh bien, c'est remplir ce contrat de considération et développer la considération en symétrie. C'est aussi une bonne façon de préparer l'enchaînement avec la séquence suivante, mais aussi de vous rappeler les enjeux, de faire une synthèse de ce qu'on vient d'échanger ensemble. Un client collectionneur, donc être toujours, vous donner rendez-vous tous les lundis matin à la machine à café lorsque vous aurez le plaisir de vous retrouver avec vos collègues ou même dans votre prochaine visio. Et si vous consacriez 5, 10, pourquoi pas 15 minutes à parler de vos bonnes expériences dans d'autres secteurs. Et si vous étiez connecté vous aussi aux évolutions des usages et des expériences. Et si vous pensiez à vos clients les plus fragiles, si vous vous mettiez à la place des clients qui ont le plus de difficultés avec vos interfaces numériques, qui ont du mal à rentrer dans vos magasins, qui ont du mal à remplir des formulaires, eh bien vous pourriez avoir un design inclusif au bénéfice de tous les clients. Et enfin, évidemment, les enjeux de cette troisième tendance, remplir ce fameux contrat de considération. Et il me semble que la notion de prendre soin a pris encore plus de sens pendant la période que nous venons de vivre. Alors, c'est le moment de me tourner virtuellement vers vous, mais avant ça, vous dire que pourquoi nous avons appelé finalement cette séquence de webinaire Faire face. Eh bien, ce Faire face, qui est le thème de ces 3 webinaires, est aussi le thème d'un programme que nous avons conçu, un programme qui se veut simple, qui se veut concret, qui se veut rapide. Et ce que je viens de vous présenter, finalement, ces tendances, c'est un exercice que nous faisons pour de nombreux clients, les aider à faire les bons choix quand on ne voit pas forcément où vont les clients. Vous présentez des contenus exclusifs qui sont des livres blancs, des études, des conférences, également le colloque. Et Michael, notre super host, est en train de préparer notre prochain colloque et qui aura lieu fin septembre sur le thème de la place des femmes dans les organisations, avec l'angle particulier évidemment de la symétrie des attentions. Voilà ce programme Faire face, je ne vous en dis pas plus parce que vous aurez peut-être l'occasion de découvrir dans les prochains jours eh bien, cette nouvelle offre que nous lançons officiellement demain pour répondre aux attentes de nos clients. Alors, il n'y a pas de bon webinaire sans échange et nous sommes parfaitement dans le timing et c'est le moment de répondre à vos questions. Et je vois que Jérôme et Jean-Jacques ont activé leur caméra et leur micro pour Jean-Jacques. Je me tourne vers les super hosts qui sont face à moi, Aline et Michael. Je vois l'interface de questions. Je vois les nombreuses conversations. Je vois que Michael vous a répondu, ainsi que Aline, en vous donnant un certain nombre de liens. Donc, dans les conversations, je vois que Michael vous répond effectivement que vous aurez accès au replay. Je me tourne peut-être vers Jean-Jacques et vers Jérôme pour leur demander si qu'est-ce que finalement ces tendances vous inspirent. Alors Jérôme, j'ai cité l'exemple
de Pathé Gaumont. Tu pourrais peut-être nous en parler. Jean-Jacques, j'ai cité aussi l'exemple de Peugeot de la même façon ou de Leroy Merlin. Vous pourriez peut-être nous en parler. On va commencer par Jérôme. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou enrichir ce que je viens de présenter? Écoute, merci déjà pour tout ce que tu as présenté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu dis prendre soin de ses clients, c'est avant tout prendre soin de ses collaborateurs. Et pour parler de Pathé Gaumont, que tu citais très justement, le sujet dans un univers qui est aujourd'hui beaucoup plus technique et technologique, avec de nombreuses technologies proposées par le cinéma, c'est comment aussi, et puis à l'heure aussi du digital, où près de 2 clients sur 3 aujourd'hui arrivent dans l'univers du cinéma en ayant déjà un billet, c'est comment remettre de l'humain dans quelque chose qui s'est beaucoup digitalisé et comment se différencier des plateformes en ligne, des Netflix et autres dont tu parlais. Et que ça suppose ça suppose en fait de pouvoir apporter autant d'attention aux collaborateurs pour que même apportent cette même attention aux clients. Et on voit que ce n'est pas si simple. C'est comment passer d'une expérience qui était une expérience plutôt où j'attends et j'accueille le client à je vais vers, je propose, j'accompagne, en se souvenant, et ça c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué pour des managers notamment, c'est que eux-mêmes, mais aussi leurs collaborateurs sont avant tout des clients. Et c'est un bon moyen aussi de rappeler qu'ils sont avant tout des collaborateurs clients pour les engager à voir les choses autrement et ne pas voir leur métier uniquement sous un angle technique très opérationnel, mais pour remettre aussi une dimension relationnelle et émotionnelle dans ce qu'ils vivent. Et au cinéma, on est bien placé pour savoir que l'émotion, elle est extrêmement centrale. Merci Jérôme. Jean-Jacques, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? J'ai cité de nombreux exemples qui te parlent et que tu as toi-même aussi conduit. Oui, oui, merci Thierry. Merci encore pour ces tendances que même quand on les réécoute, ça élève toujours notre niveau de conscience et ça fait toujours du bien d'être un peu mieux inspiré. Par rapport à ce que tu as expliqué, je reviendrai sur la considération. Tu as dit fort justement que effectivement durant cette crise sanitaire, notre regard, le regard de beaucoup de Français avait changé sur les personnes qui les servaient. Et c'est vrai et que ça a provoqué, les statistiques le montrent, plus de considération pour ceux qui nous servent, mais aussi plus de satisfaction de la relation client. Mais il s'est aussi passé un autre phénomène durant cette crise dont j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de nos clients, c'est que pour faire face à cette incertitude dont on reparlera, à cette situation inédite, on a beaucoup de clients qui, dans ce sauf-qui-peut général, se sont mobilisés et ils ont tous appelé leurs clients, ce qu'ils ne font parfois jamais. Donc, ils ont fait beaucoup d'appels câlins, comme on le dit parfois dans certains secteurs. Il y a des entreprises qui attendent toujours que les clients les appellent. Et puis là, ils ont appelé 89% de leurs clients. Et ces entreprises, quand elles ont regardé les statistiques, elles ont vu que leur pourcentage de clients très satisfaits avait bondi de 15 à 20 points. Donc, ça montre à quel point, là, face à une situation inédite, les collaborateurs ont fait quelque chose qu'ils ne faisaient pas assez et ils se sont rendus compte de l'impact extraordinaire que ça avait sur la satisfaction client. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu ces deux conjonctions, mais où tu as aussi raison, c'est que ces clients qui ont été appelés simplement parce qu'on voulait les considérer, parce qu'on voulait prendre soin d'eux, eh bien, je pense que si on ne continue pas à le faire, maintenant que peut-être la peur de la crise sanitaire s'éloigne, ces clients-là, ils vont être déçus parce que leur niveau d'exigence, il a aussi augmenté grâce à cette superbe expérience qu'ils ont vécue de ce point de vue-là durant la crise. J'observe dans notre fil de discussion, alors il y a des conversations, vous n'avez pas encore ouvert le canal de questions, alors il suffit que je le dise pour que Martine nous dise, remarque, beaucoup de clients ont pris conscience de l'importance de certains métiers, mais aussi les dirigeants qui les considèrent comme des petits métiers, mais combien indispensables pendant cette crise. Alors, Jean-Jacques, tu viens juste d'y faire référence. Les petits métiers, les petites mains, les invisibles, tous ceux qui sont valorisés par des indices de service dont j'ai parlé. Alors, ceux qui nettoient les trains de la SNCF, ceux qui, finalement, les livreurs. Rien de mieux pour un livreur lorsqu'il ne peut pas aller jusque chez vous, mais le paquet dans l'ascenseur, il peut ajouter un mot, peut ajouter une photo de l'équipe
Et la question de Martine fait écho aussi à la symétrie des attentions. Et est-ce que vous vouliez réagir à ça? Est-ce que finalement, cette prise de conscience, ce regard sur les personnes au service, est-ce qu'il a été un regard des clients, mais aussi un regard des dirigeants? Je vais reprendre la parole. Ça serait peut-être mon vœu le plus cher, puisque moi, quand j'ai créé l'Académie du service, la mission que je me suis donnée, c'était de valoriser les métiers de service et de ceux qui les font. Parce que c'est vrai qu'en France, on ne peut pas dire que les gens au service soient les plus valorisés dans l'échelle de la réussite sociale. Alors qu'on a pu constater à l'occasion de cette crise à quel point on était heureux d'être servi. Et si on fait un peu de sémantique, hein, on se souviendra que servir, ça vient de prendre soin. Hein, et à quel point on est content que ces personnes qui sont à notre service, de ce point de vue-là, prennent soin de nous. Donc il faut espérer, et au niveau de l'Académie du service, dans le cadre de notre activité, on retravaille avec nos clients sur l'évolution de l'expérience client. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on profite de ces initiatives qui ont été prises, de ce changement du regard des clients, des collaborateurs, mais surtout des dirigeants, pour les engager à aller plus loin dans cette considération qu'ils ont vis-à-vis des plus humbles dans leur entreprise, effectivement. On a une question d'Olivier qui nous dit j'ai bien constaté sur mon territoire une hausse très nette de la satisfaction client sur les premières semaines. Et donc, effectivement, c'est cette fameuse lune de miel et vous n'êtes pas le seul à l'avoir constaté. Et ensuite, à partir de début mai, une baisse sensible en partie due au fait que nos services restent en partie dégradés. Bien sûr, c'est ce fameux effet de ciseaux que beaucoup d'entreprises connaissent aujourd'hui et auxquelles ils doivent faire face, bien sûr. Après beaucoup de bienveillance réciproque, alors je lis toujours la question d'Olivier, hein. Après beaucoup de bienveillance réciproque, les exigences ne sont-elles pas en train d'augmenter? Je pense que si, nous le saurons très bientôt. Nous allons bientôt mener une étude à ce sujet, très approfondie à partir du mois d'août. On sera très heureux de partager les résultats avec vous. Vous nous dites aussi, Olivier, en clair, les clients ne sont-ils pas en train d'exiger une performance au top en temps de crise comme en période plus normale? Alors malheureusement, oui, les clients sont certainement plus exigeants. Ils ont été compréhensifs pendant la période. De nouveaux standards, de nouvelles expériences font que malheureusement, eh bien, je pense que beaucoup d'entreprises devront faire face à un niveau d'exigence accru. Guillaume nous pose également une question. Il nous dit, est-ce que certains participants service client ont vu leur DG s'intéresser de très près à leurs activités? Alors, je vois que c'est presque un appel, c'est presque un appel à d'autres participants. Vous êtes plus d'une centaine ici, et donc peut-être que vous pourriez aussi répondre à Guillaume. Ce que je peux dire à Guillaume, c'est que pour certaines entreprises que nous avons rencontrées et accompagnées dans les dernières semaines, eh bien, oui, la direction générale s'est intéressée de très près aux activités des services clients. Certains ont même décroché le téléphone, d'autres sont allés livrer eux-mêmes. Donc, on fait preuve de solidarité, on découvre les joies de la coopération. Et le fait de finalement de prendre soin des uns et des autres, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les métiers de la relation client aussi, ceux qui sont à distance, de voir finalement qu'ils comptent beaucoup. Hein, lorsque ce n'était, on en a parlé tout à l'heure avec la Massif, hein, lorsque dans une période où il n'y a que certains canaux qui sont ouverts, où tous les clients, tout à coup, il y a un afflux d'appels ou de connexions, eh bien, on sait qu'on peut compter sur les personnes dont le métier est de prendre soin. Et Stéphanie nous conforte et nous répond en quelque sorte. Elle nous dit « Je confirme déjà que les clients commencent déjà à ne plus être patients et bienveillants. » Martine également est de cet avis. Édouard nous dit « Comment pensez-vous que l'acte de paiement s'inscrit dans les évolutions que vous avez décrites? Avez-vous des exemples à nous partager ?» Alors, ce qu'on a pu voir, effectivement, et il y a des chiffres très intéressants auxquels nous avons accès.
j'en ai pas encore fait la synthèse sur mon blog, mais je vois qu'effectivement l'acte de paiement déjà a été transformé. Vous avez vu par exemple le niveau, le plafond pour les paiements sans contact qui a été élevé. Mon boulanger désormais accepte la carte bancaire pour acheter ma baguette à 1 euro. Et je pense effectivement que l'acte de paiement, et aussi avec des gestes barrières qu'on a pu imaginer à ce moment, est aussi réinventé, aussi impacté. On a vu dans beaucoup de pays, et je vous ai parlé de WhatsApp tout à l'heure, WhatsApp est en train de tester une solution de paiement, notamment au Brésil. Et il y a quelques bons articles à ce sujet qui font penser effectivement qu'on va vers plus de dématérialisation, vers un paiement sans contact, un paiement avec de nouveaux outils. Martine nous dit, nous avons eu la direction générale qui est venue prendre les appels. Voilà un très bon exemple. Répondre aux mails. Beaucoup de dirigeants sont venus prêter main forte. Voilà aussi un bon exemple. Je ne peux pas citer l'entreprise, mais je me demande si Martine ne nous suit pas en direct du nord de la France. En tout cas, donc Martine nous dit si tu peux. Donc il s'agit de Decathlon. Voilà un bon exemple. Voilà une entreprise à suivre qui sait prendre soin de ses clients et aussi de ses collaborateurs et qui nous confirme bien cette tendance de prise en compte et finalement de faire preuve de plus de considération vis-à-vis des clients sportifs bien sûr, des sportifs heureux et aussi des collaborateurs heureux.